Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce vendredi. Allons tout de suite en kiosque découvrir les informations parues ce matin. On démarre donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle du mandat présidentiel. Savoir partir, c'est la principale une du quotidien La Nouvelle Expression. Alassane Ouattara montre l'exemple. Le président ivoirien a mis fin au suspense relatif à son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il a déclaré qu'il ne sera pas candidat et ne gérera pas le casse-tête du passage du franc CFA à l'écho. Assemblée nationale, les 167 députés convoqués, ils doivent se présenter à Yaoundé pour régulariser leur dossier en attendant la reprise des élections partielles dans le nord-ouest et le sud-ouest. La liste des honorables par région et par parti politique, c'est en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien La Nouvelle Expression qui fait honneur à la femme, journée de la femme entre égalité et solidarité. Les appels à la prise de conscience et la célébration dans l'allégresse couvrent d'un brouillard la journée internationale de la femme qui se célèbre ce 8 mars, écrit le journal. Et puis élection des super-maires, le RDPC humilié et ridiculisé à Kribi. La session de plein droit a été émaillée d'un manque de respect des émissaires du parti et d'une corruption spectaculaire chez les conseillers municipaux, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. De même qu'en page internationale, le quotidien La Nouvelle Expression fait le point sur l'épidémie du coronavirus dans le monde. 41 morts en Italie, troisième pays le plus touché, écrit le journal. Et le journal parle donc de ces 41 morts enregistrés en Italie. Plus de 6000 cas en Corée du Sud. Dans tous les cas, c'est un article que vous trouverez en quatrième de couverture du quotidien La Nouvelle Expression. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Jour qui parle des élections des maires, la guerre des gants. Lire l'éditorial d'Aman Mana qui revient ainsi sur toutes ces irrégularités ou ces pressions qui ont émaillé l'élection des maires des différentes villes du Cameroun, avec le cas de Douala où tout était bloqué. Et c'est finalement hier que le Ngaoundé Marois a pu avoir son super maire. Le journal revient aussi sur le coronavirus, les commerçants du marché chinois indifférents, notamment ici à Douala. Le journal qui a fait une descente pour observer quelle est l'ambiance du côté du marché chinois. Et puis le journal parle aussi du 8 mars, des femmes en colère, certainement faisant à référence à ces femmes qui entendent boycotter la cérémonie, ou pour elles, évidemment que la situation sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest où des femmes perdent la vie avec enfants semble très préoccupant. Des ententes donc marquées un arrêt pour soutenir ces femmes qui traversent des moments difficiles. Le quotidien Le Messager met en sa une conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Russie peut-elle sauver Paul Biya? C'est la question en une du quotidien Le Messager. Dans l'ambition de rattraper leur retard au Cameroun, les officiels russes se fendent de déclarations qui confortent l'inamovible régime de Yaoundé, écrit le journal. Journée internationale de la femme, elles font bouger le secteur informel, ces braves dames qui se couchent tard et se lèvent tôt pour donner un sens à l'humanité. C'est tout un dossier que le quotidien Le Messager a donc, que vous trouverez dans le quotidien Le Messager, la page 7 à la page 6 à la page 8. Et puis le journal parle des Jeux Olympiques, les Lions indomptables, laborieusement, écrit le journal. Évidemment qu'ils ont remporté hier leur match 3-2 face à la sélection zambienne. Il faudra aller préserver cet acquis dans quelques jours du côté de Lusaka si Aboudi Ongene, Choutadjara et ses partenaires souhaitent être de la partie des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le journal Émergence en sa une parle de massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Paul Biya redoute-t-il une vraie enquête indépendante et impartiale? C'est la question que pose le journal, évidemment. 10 experts s'affrontent, écrit le journal de la page 5 à la page 6, un dossier que vous aurez le temps de découvrir. De même que le journal parle de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne se représentera pas. Le président ivoirien qui a donc fait cette annonce hier à Yamoussoukro devant l'Assemblée nationale et le Congrès. On garde le contact Cameroun Tribune parle de la coopération Cameroun-France. On garde le contact, écrit le journal. Évidemment que hier, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, a été reçu en audience par le président Biya, où ils ont évoqué, ils sont revenus sur les lendemains du double scrutin du 9 février dernier, les échanges bilatéraux, le sommet Afrique-France prévu à Bordeaux en juin prochain, était donc au cœur de l'audience qu'a accordé au Palais de l'Unité Paul Biya à son hôte du jour. De même que le journal
Le Cameroun Tribune parle des violences en milieu scolaire, écrit le journal. Government works on solutions. Prime Minister Joseph Dion-Gouté on March 5th, 2020, chaired a cabinet meeting during which the phenomenon of violence in schools was diagnosed and solution proposed. We'll have the articles on page 4 to 5 in Cameroun Tribune News. On continue cette revue de presse avec évidemment Mutation qui met en une, commune et mairie des villes recule au féminin pluriel, écrit le journal. Et le journal qui indique qu'aucune femme élue maire des villes, aucune femme désignée maire d'arrondissement de Yaoundé. L'approche genre s'essouffle à la veille de la journée internationale des droits de la femme, écrit le journal. Et puis le journal, le quotidien L'économie parle d'appui plus de 700 000 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour lutter contre le coronavirus. L'institution de Bretton Woods vient de débloquer ce financement pour aider les pays touchés par la maladie afin de renforcer leur système immunitaire. Voilà pour ce qui est du journal le quotidien L'économie. Le journal repère à une, mairie de Douala, Laurent et son sapeur-pompier, faisant suite à cette élection du super maire de la ville qui était pratiquement bloquée pendant 2 jours. Il a donc fallu l'intervention du ministre Laurent Esso pour amener les autres candidats à abandonner. Et puis on finit cette revue de presse avec le quotidien, avec le journal satirique Le Popoli. Assemblée nationale, Cavaillé, broie du noir en France. Vous pouvez le voir sur cette caricature. Le président de l'Assemblée nationale couché dans un lit d'hôpital. À ses côtés, deux médecins qui lui disent « Vous ne bougez pas, vous êtes malade ». Et le président Cavaillé Djibril de répondre « Enlevez cette perfusion, je préfère la maladie chronique à la mort politique ». Évidemment, faisant suite à l'actualité autour du renouvellement de son mandat à l'Assemblée nationale comme peut-être président de l'Assemblée nationale. Et puis on finit cette revue de presse avec l'œil du Sahel qui met en sa une les femmes mères du Grand Nord. Le journal a d'ailleurs dressé le portrait de toutes les femmes qui ont été élues, qui sont élues locales dans le Grand Nord, avec évidemment Oureyaratou Aboubakar, 26 ans, elle est deuxième adjoint au maire de la commune de Nganga. Et donc, voilà, de même que le journal fait aussi le portrait de Mama Koulsoumi, la doyenne des femmes mères, elle est première adjointe au super maire de la ville de Ngaoundéry. Voilà pour ce qui est de cette actualité autour des mers. Et puis, on parle aussi de Kotirehe Jolva, Boko Haram fait 3 morts. Une cinquantaine d'assaillants ont donc envahi le village. Et évidemment, sur le carreau, 3 morts avec cette image pathétique et émouvante. Une petite fille qui recherchait ses parents, la petite fille de 5 ans qui recherchait ses parents. Malheureusement, elle est tombée nez à nez avec un groupe de Boko Haram qui lui ont tiré 2 balles dans la tête à bout portant. Extrêmement choquant, toutes ces affaires. Bonjour, place à présent avec nos invités du vendredi. Camille Deli, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Dans tous les cas, je préfère commencer par Georges Sémé. Vous, on vous a vu 2 fois en semaine. Merci. Georges Sémé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Merci, Juniad. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous voient une fois de plus ce matin. L'actualité de la semaine, c'est bien évidemment celle qui a été évoquée par certains journaux ce matin. C'est celle relative à l'élection des maires de ville, particulièrement le cas de Douala qui a, comme vous le savez, tenu en haleine la classe politique du Cameroun tout entière. Et je pense que le spectacle que nous avons observé était un spectacle inédit où on a vu une fronde. Douala a la réputation d'être une ville frondeuse. Cette fois-ci, la fronde est venue même du RDPC. Voilà, ces acteurs économiques, ces acteurs politiques. Et cette fois-ci, ce sont les acteurs politiques du RDPC même qui ont fait la fronde au sein de leur parti, la fronde entre les candidats qui pourtant on a souvent accusé l'opposition de frondeuse et le pouvoir central qui était venu avec une autre démarche. Donc ça a donné un spectacle ahurissant. D'abord la maison du parti de Bolanjo où on n'a pas eu un consensus. On est revenu du côté de la salle des fêtes d'Akwa où devait se tenir la session de plein droit. Il n'y a pas eu de consensus et la session a été malheureusement renvoyée le lendemain. Le lendemain, c'était rebelote. Il y a eu une vive tension entre toujours ces deux fronts constitués par les candidats au poste de la mairie. Les candidats qui voulaient l'élection. Également les mandataires. Le mandataire qui est Jean Côté, mais le chargé de mission, j'allais plutôt dire, et le président de la commission, qui sont venus avec un pli où était déjà inscrit un nom. Donc ce spectacle a été assez saisissant et Douala n'a été que l'arbre qui a caché la forêt de cette échauffourée entre
le pouvoir central du RDPC et certains de leurs cadres. Parce qu'à San Milima, on a eu le même spectacle, et également, je crois, du côté de Marois. Donc, c'est cette actualité qui m'a profondément marqué cette semaine. Dans tous les cas, ce n'est pas le propre de Douala. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment, avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Georges Semé, bonjour spécial le docteur Ndia de l'hôpital de Bonhomme Sadiki. Au-delà de ses lourdes responsabilités à l'hôpital, ne rate jamais une seule émission, un seul plateau de la revue des Grandes Unes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus l'intrusion inattendue et à tout le moins spectaculaire de la Russie dans tout ce qui se dit depuis un certain temps sur la crise au Cameroun, en disant que c'est fini pour Paul Biya, c'est fini, le Conseil de sécurité a fait ci, l'ONU va faire cela, et tout cela, la France et les États-Unis. Mais on a vu la Russie qui dit de façon docte qu'il n'y a pas d'urgence humanitaire au Cameroun et que le problème du Cameroun va être réglé sans qu'il y ait besoin de faire croire que le Cameroun, c'est devenu le Rwanda ou la Bosnie-Herzégovine. Moi, je pense que cette façon froide de la Russie, qui ressemble très très bien à la démarche toujours très très froide de Vladimir Poutine, démontre que dans ce pays, il ne suffit pas seulement de hurler et de crier à l'agresseur alors qu'on est l'agresseur, que ça ne marche pas avec lui. On a vu que si, par exemple, la Russie n'était pas du côté de la Syrie depuis 8 ans, je pense que le président de la Syrie serait déjà parti depuis très très longtemps. Mais le fait de la présence de la Syrie non seulement ferme la bouche à Human Rights Watch, à Amnesty International, tout le reste, mais seulement ce problème est en train de se régler en interne. Donc, c'est ça qui a positivement retenu mon attention en se disant, et je constate que la Russie a encore son mot à dire sur l'échiquier mondial. Camille Nélé, peut-être une petite question. Est-ce qu'au-delà du fait de ces batailles géostratégiques entre la Russie, les États-Unis, la France et tout, est-ce que quand même sur le terrain, on ne peut pas reconnaître qu'il y a quand même des gens là-bas qui ont des populations d'énormes difficultés? Est-ce que c'est pas... Mais les populations ont d'énormes difficultés, mais seulement il faudrait regarder les problèmes dans Est-ce que c'est le lieu de dire qu'il n'y a pas une crise humanitaire? Non, urgence humanitaire. Urgence humanitaire. Urgence humanitaire dans le sens compris par ceux qui veulent absolument l'intervention de l'ONU, qui n'a d'ailleurs jamais rien résolu sur aucun théâtre. Camille, en tout cas, moi, mon problème, c'était par rapport aux difficultés que les populations. S'il y a urgence humanitaire, il y a au moins un facteur commun, c'est le mot humanitaire. Oui, si vous permettez que je me prononce sur la question, je crois quand même que le Cameroun a vit une crise humanitaire. Et je pense qu'à ce niveau de crise, il y a urgence humanitaire. Mais ça ne veut pas dire que le Cameroun a besoin des interventions qui viendraient d'ailleurs pour juguler cette crise. Il y a eu un plan humanitaire d'urgence, encore le mot urgence, qui a été lancé fin 2018 pour une période de 18 mois, je crois, pour un montant de 102 milliards de francs CFA. Et le Cameroun a lancé un appel pour des bonnes volontés locales, mais également à l'endroit de leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et ça a permis de récolter les sommes que vous savez, ça a permis d'effectuer des distributions auprès de ces personnes qui sont en crise. Et je ne pense pas que... la Russie était d'ailleurs en pole position dans cette affaire. Et même la France et les États-Unis. Donc je ne pense pas que le niveau d'urgence où le Cameroun serait incapable de juguler cette urgence elle-même est déjà arrivée. Ça n'a pas encore atteint le niveau orange. Voilà, ça n'a pas encore atteint le stade où il faudrait toute une intervention de l'ONU et des organisations du système des Nations Unies pour dire non, le but de ce constat, c'est beaucoup plus dans la recherche de l'intervention militaire de l'ONU. Non, moi je suis sur l'aspect urgence humanitaire. Le Cameroun a prouvé qu'il a les capacités de résoudre de lui-même avec ses partenaires, de résoudre de lui-même cette crise, mais nous reconnaissons quand même qu'il y a une urgence humanitaire au Cameroun, et sinon on n'aurait pas mis sur pied ce plan de 102 milliards constituant à apporter une assistance d'urgence à tous ces déplacés. Merci cher monsieur de m'avoir imposé ce sujet. Dans tous les cas, c'est pas comme ça que ça se passe tous les jours. Alors on ouvre avec l'actualité ivoirienne, mandat présidentiel savoir partir. C'est à la suite, le titre de quotidien La Nouvelle Expression, à la suite de l'annonce d'Alassane Ouattara de ne pas se présenter en octobre prochain pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Camille Nélé, Alassane Ouattara dit qu'il ne se représentera plus. Avait-il le choix de faire autrement? Une très bonne question, mais moi je pense qu'aujourd'hui, quand la nouvelle expression titre savoir partir, c'est comme si elle-même n'avait pas enregistré la montée d'adrénaline, enregistrée non seulement sur toute la scène africaine et internationale, au moment où on se demandait, où on pensait
que Ouattara était déterminé à remplir pour un autre mandat. Les gens oublient que juste avant la crise avec Guillaume Soro, les gens étaient sûrs que Ouattara allait tout faire pour se représenter. Donc, aujourd'hui, qu'il annonce qu'il ne se représente pas, non seulement ce n'est pas une surprise, parce que lui-même, la constitution de son pays, en l'état actuel, ne lui permet pas de briguer un troisième mandat sans avoir amendé la Constitution, sans l'avoir amendé. Mais en plus, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que les tensions en Côte d'Ivoire sont en train de s'exacerber, particulièrement depuis justement qu'il a donné l'impression de ne pas vouloir partir. Donc, savoir partir, moi je pense qu'il n'avait pas le choix. Il ne pouvait que partir, et pour son bien, et pour le bien du pays. Et surtout pour donner la possibilité, comme lui-même dit, à la jeunesse. À la jeunesse. Comme s'il pouvait en être autrement. Voilà. Georges Sémé, peut-être que vous voulez réagir à chaud sur la question si Alassane Ouattara avait le choix de partir ou de ne pas partir. Mais avant cela, je voulais juste savoir, est-ce que dans ce contexte où la presse présente le cas d'Alassane Ouattara comme un bel exemple à suivre. Est-ce que quand même dans un contexte où il y a une constitution qui ne demande qu'à être respectée, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique devait présenter ce spectacle où l'annonce du départ d'un chef d'État à ne pas se représenter doit servir de quelque chose, doit être quelque chose d'extraordinaire? Non, ça ne devrait pas être une nouvelle extraordinaire puisque c'est vrai que les contextes politiques dans les pays africains sont extrêmement différents. Mais je pense qu'on devrait plutôt évoluer de plus en plus vers le respect des constitutions et cette nouvelle, ce coup de théâtre intervient au moment où, du côté de la Guinée, il y a des velléités de changement. La Guinée-Conakry, il faut préciser. Voilà, pas la Guinée équatoriale, il y a des velléités de changement de la constitution pour se maintenir au pouvoir. Avant la Guinée équatoriale, il y a des Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai avec la Guinée équatoriale. Avant cette Guinée, c'est votre voisin. Voilà. Avant cette Guinée-Conakry, il y a donc eu le Togo. Le Togo où il y a eu... Il y a des mailles passées en force. Voilà, il y a cette métamorphose de la Constitution qui a permis à Faure Gnassingbé Beyadema une fois de plus se représenter. Donc c'est un mauvais exemple. Je ne reviendrai pas sur le cas du Cameroun il y a quelques années. Donc c'est un mauvais exemple que montrent certains pays africains à la communauté internationale. Et n'oublions pas qu'après le coup de théâtre d'Alassane Ouattara, M. Macron a félicité Alassane Ouattara d'avoir fait l'objet de quelque chose d'inédit. Quelque chose d'inédit, mais en même temps, lorsqu'il y a certains qui modifient leur constitution, ils ne se prononcent pas et continuent à les soutenir. Donc, une sorte de silence coupable. Exactement. Donc je pense qu'il faut quand même respecter les jeux démocratiques. Il faut respecter les constitutions. On peut modifier une constitution, mais pas forcément pour se maintenir au pouvoir, parce que le contexte politique évolue et les changements des législations évoluent avec le contexte politique. Mais on observe quelquefois en Afrique que lorsqu'on veut passer à une modification de la Constitution, c'est plutôt pour vouloir se maintenir au pouvoir. C'est ça qui est extrêmement mauvais avec les États africains. Maintenant, avait-il le choix? Mais je crois qu'il avait le choix. Il n'avait pratiquement plus d'adversaires devant lui et puis la voie était toute ouverte pour qu'il se présente et rempile à l'élection d'octobre. Alassane Gbagbo est out. Oui. Soro est out également. Je pense que Bédié n'a plus cette puissance-là, depuis sa sortie du RHDP pour faire face à Alassane Ouattara. Donc il avait un boulevard devant lui. Mais je pense qu'il est resté plutôt soucieux de l'avenir de son pays. Il est resté démocrate. Et tout ne nous dit pas qu'il n'a pas également des problèmes de santé. Il pourrait aussi avoir des problèmes de santé. Il a d'ailleurs indiqué que son médecin lui a dit qu'il pouvait encore se représenter pour 2 mandats. Voilà. il pourrait avoir des problèmes de santé, mais le fait qu'il ait déclaré qu'il ne va pas se représenter, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un autre coup de théâtre, parce qu'il a dit après que si ses adversaires ténors posaient leur candidature, il allait revenir sur ça, c'est la déclaration qu'il a fait il y a quelque temps. Exactement. Donc je pense qu'il est resté en droite ligne avec ce qu'il avait promis aux Ivoiriens depuis quelques mois déjà, à dire qu'en juillet, il allait donner sa position sur son avenir politique et il avait dit qu'il n'espérait pas se représenter. Je crois qu'il a respecté sa parole et je crois que ça devrait servir d'exemple à certains hommes politiques africains qui voudraient plutôt métamorphoser la constitution pour se maintenir au pouvoir. Camille Nélé, j'ai envie de dire, Alassane Dramane Ouattara s'en va, même s'il est encore là, c'est certain qu'il va partir, sauf s'il y a un revirement de situation à la dernière minute. Nous sommes en politique, tout peut donc arriver. Selon vous, avec un climat politique déjà tendu, Soro est en exil, Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à La Haye, est-ce que laisser ces dossiers est-ce que le président Ouattara ne pouvait pas peser de tout son poids pour que tous ces acteurs-là se réunissent autour d'une table avant qu'il laisse un pays où il y a une certaine paix des cœurs? Mais qu'est-ce qui vous indique qu'il ne va pas le faire?
Il n'a encore rien dit. Avant de partir, j'ai toujours pensé que le président Ouattara est un homme extrêmement intelligent, extrêmement avisé. Il peut très bien le faire. C'est très bien qu'il ne peut pas quitter le pouvoir comme ça, sans marquer complètement sa sortie par quelque chose d'inédit et de fort qui puisse rassurer les uns et les autres. Mais je reviens en tout cas au titre de la nouvelle expression, ça va partir. Ça va partir. Et Guillaume Soro, Alassane Ouattara est parti comme c'était écrit, comme la Constitution le lui prescrit, mais on réalise que, par exemple, en Afrique centrale, on ne sait pas partir. On ne veut même pas partir du tout simplement parce qu'on s'est arrangé à ce qu'il y ait une Constitution qui vous permette d'être là ad vitam aeternam. Mais le problème, et le grand problème, et ce problème-là est toujours, demeure patent, c'est que ces personnes qui ont des mandats ad vitam aeternam savent tel qu'en cas de disparition subite, cela risque de plonger le pays dans une situation très Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, le Tchad. Oui, le Tchad, exactement. Tous ces pays-là, c'est-à-dire que c'est tous des mandats ad vitam aeternam. Or, ce n'est pas toujours l'idéal, ce n'est pas l'idéal. Et on parle bien de démocratie, on parle d'intelligence, mais on parle aussi du souci de l'avenir. Parce que l'avenir, ce n'est pas seulement d'être là et de gérer le présent, mais le plus important, c'est de se dire qu'après moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y en a peut-être qui peuvent penser qu'après moi, le déluge, mais pour le bien du pays, pour le bien de l'avenir, pour le bien du continent même, il est important que les chefs d'État sachent partir et sachent respecter la Constitution. Actuellement, les chefs d'État d'Afrique centrale qui sont là respectent la Constitution taillée sur mesure, qui est là, qui dit qu'il peut se représenter N fois. Bon, ça veut donc dire qu'il reste dans la logique de ce que prescrit la Constitution. Mais est-ce le bon choix? Est-ce la bonne mesure? C'est ça le plus important. Donc, M. Ouattara, qui est arrivé, il peut quoi qu'on dise, parce que avant que, au lendemain de son deuxième mandat, vous savez très bien tous les grincements dedans qu'il y a eu à son sujet, alors que ce monsieur, en l'espace de 2 mandats, il est en train de faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire quand on regarde le bilan de Ouattara, et un Ouattara qui prend un pays qui sort d'une guerre de 10 ans, vous imaginez, non seulement sur le plan infrastructurel. C'est tout à son honneur. Tout à son honneur. Donc, moi, je pense qu'il fait une belle sortie, il s'en va aujourd'hui, et il laisse maintenant la possibilité. Mais il faut que, comme vous l'avez dit, et rien n'interdit de penser qu'avant qu'il ne sorte, qu'il ne réunisse les intelligences pour dire que, bon, voilà, on fait comment maintenant? Georges Sémé, ce qui nous paraît souvent un peu extraordinaire avec ces chefs d'État qui parfois quittent le pouvoir, ils ont la possibilité d'arranger, comme on dit, arranger la maison avant de quitter pour que leur nom reste définitivement dans l'histoire. On voit le cas du Ghana avec le président Jerry Rawlings. On voit régulièrement les 4 anciens présidents de ce pays s'asseoir pour regarder un match de foot ensemble. Pourquoi dans certains pays francophones, généralement, le président sortant, il quitte le pouvoir en laissant les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Après, on a les mêmes discussions. Et comment expliquer tout ça? Oui. Est-ce que ce n'est pas le lieu de mettre sur pied définitivement des institutions fortes que d'avoir des hommes forts qui, après leur règne, le chaos revient? Je crois que d'abord, les pays africains ont besoin de fortes institutions, mais ils ont également besoin d'hommes forts. Les deux vont de pair. Et je pense que le cas de la Côte d'Ivoire devrait nous interpeller parce qu'on se rend quand même compte qu'entre l'annonce précédente qu'il avait faite en disant qu'il va annoncer sa position en juillet et ce que nous observons depuis hier, il y a quand même un gap. Nous sommes en mars et il a déjà annoncé sa position. Et je crois que c'est laps de temps qui lui reste jusqu'en octobre, c'est effectivement pour essayer d'arranger les choses, pour prendre vos termes, d'arranger les choses pour qu'il n'y ait pas un chaos après lui. Et je persiste, ça devrait servir d'exemple quand même à d'autres présidents. On a vu où il y a eu au Sénégal par exemple, où il y a eu alternance, mais après il y a eu des règlements de compte interminables. Avec le cas de... Voilà, entre Macky Sall et la classe précédente qui était contrôlée par M. Abdoulaye Wade. À tel enseigne qu'il y a même eu un emprisonnement. Le fils a payé le prix. Wade, voilà, donc on n'aimerait pas voir ce type de spectacle dans n'importe quel pays. C'est à cause de Wade lui-même. Côte d'Ivoire. Contrairement à l'alternance qu'on a vue entre Abdou Diouf et Wade. Donc nous souhaitons des alternances propres, pas des alternances qui vont déboucher sur des règlements de compte, que ce soit même dans les partis où il y a eu alternance ou alors dans le parti avec l'opposition. Et je pense que la Côte d'Ivoire nous parle assez. Ouattara a fait preuve de grande démocratie, il a fait preuve de grande froideur politique et je crois qu'il va rester sur cette décision et surtout permettre que la Côte d'Ivoire, qui soit quand même d'une situation
insécurité extrêmement difficile. Il va permettre que les mêmes causes de 2010 ne se produisent pas en 2020 après qu'il ne soit plus représenté. Donc il a encore tout le temps pour baliser le terrain, pour arranger les choses afin qu'il n'y ait pas la guerre non seulement au sein du RHDP, mais qu'il n'y ait pas aussi la guerre entre le RHDP et les autres forces de l'opposition. Camille, vous parlez d'institutions fortes, mais moi je pense aussi d'hommes qui aiment leur pays. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait seulement des hommes qui n'aspirent qu'à arriver au pouvoir et pour ce faire font fi de toute considération. Il faut que les gens qui veulent aspirer au pouvoir, qui veulent remplacer ceux qui partent, qui savent très bien que ces personnes parties, il faudra faire avancer. Il faudrait que ces personnes aiment leur pays parce qu'on voit beaucoup plus certaines personnes qui sont tellement assoiffées par le pouvoir, c'est-à-dire que dans la perspective du départ de celui qui est en place. Ils sont prêts à tenir même la queue du diable. Camille, elle est juste la dernière question pour sortir. Est-ce que, on a vu certains journaux écrits, la Côte d'Ivoire parle au Cameroun. On a même fait des comparaisons que le président Biya devait partir. Ouattara, il est en fin de mandat. Paul Biya, il est au début de son mandat. Est-ce que la comparaison à sa place? Comparaison n'est pas raison. Et puis de toutes les manières, ne comparez pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, le Cameroun c'est le Cameroun et plus que cela, au risque de faire grincer les dents à certains. Paul Biya, s'il est encore là, c'est dans la logique de la Constitution qu'il a élu, qui fait que même après ce mandat, il peut se représenter. Attendez, laissez-moi parler. Ça n'empêche qu'il décide de partir, Camille. C'est pour ça que je dis que... Écoutez, tout dépend de sa volonté. Non, tout dépend de sa volonté. Les timings ne sont pas sur le même pédégré. Nous sommes d'accord. Les timings ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que moi, je suis en train de dire que chercher à comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun, moi, je pense que c'est... Non, je dis simplement que ce n'est pas comparable, mais la Constitution permet au président Biya de rester là, avoir un autre mandat, mais de sa propre volonté, il peut décider de partir. Ça, la Constitution ne lui interdit pas. On est moins d'accord. Ça, c'est une question de volonté. Mais maintenant, son horloge biologique lui permet-il d'être là jusqu'en 3000 comme ça écrit. Ça a été écrit dans certains... En tout cas, just wait and see. Alors, passons à l'élection des super-maires avec le RDPC humilié et ridiculisé à Kribi. Et que c'est le titre, c'est un article dans le quotidien La Nouvelle Expression. Georges Sémé, le mandataire du RDPC qui est arrivé comme d'habitude avec le pli fermé. Dans la salle, il y a le sénateur Mbamba qui animait le front contre les instructions du parti. Il y a même cette phrase qu'il a lancée: il contrôle Kribi premier, Kribi deuxième et le super maire de la ville. On a entendu toujours dans cet article, dans la salle, lorsque Elemva, l'ancien footballeur, a indiqué qu'il a voulu communiquer ce qui est venu du comité central. On lui a dit: on s'en fout de la discipline du parti. Alors, Georges Sémé, dans de tels contextes, avec ce qu'on a vu un peu partout sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'il n'est pas temps que le RDPC revoie cette façon de faire qui finalement se trouve un peu à mal face à ses propres militants? Alors, les présidents des commissions et les chargés de mission qui sont venus avec les plis fermés du mandataire du parti, M. Jean Côté, ont voulu imposer bien évidemment cette discipline du parti dans le respect des textes du RDPC. Ça, nous le leur concédons. Mais l'instruction de l'administration centrale du RDPC, malheureusement, ne cadrait pas avec la légitimité de certains candidats sur le terrain. Il y en avait qui étaient très populaires et qui avaient déjà le plébiscite du collège électoral qui est constitué de conseillers. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de Douala, vous avez fait allusion au cas de Kribi, mais il y a aussi Marois, Samilima, etc., etc. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une crise de croissance. Il y a une crise de leadership au sein du RDPC. Il y a un journal qui a parlé tout à l'heure de la guerre des gants. Cette guerre des gants, c'est au sein du RDPC, entre l'administration centrale du RDPC et certaines élites qui ont une certaine légitimité, qui ont même la légitimité. Donc, on pense qu'on peut venir avec ce pli de Yaoundé, avec un nom qui est bien inscrit, alors que les aspirations même sur le terrain, au niveau de la base, n'a rien à voir avec le nom avec lequel on est venu de Yaoundé. Et c'est ce qui a causé ces mutineries. C'était des mutineries, des véritables mutineries au sein du RDPC. Marois, l'exemple de Douala, qui est quand même la collectivité territoriale décentralisée la plus importante du Cameroun et la plus riche, a été un spectacle extrêmement désolant. Il a fallu, malheureusement, qu'on mette de côté le chargé de mission, le président de la commission. On le met de côté avec son instruction pour s'en tenir au patron régional du RDPC. Et c'est sa voix qui a tranché. Et dans ce cas précis, il y a eu une investiture à deux vitesses. Parce que on élit le maire de la ville, M. Mbassandiné.
on élit les adjoints. C'était comme ça dans le plus fermé. Tout à fait. On les élit pas, on les nomme. On les élit entre guillemets. On les investit, dans le RDPC. Voilà. Mais lorsqu'on passe aux concertations, on se rend compte que il y a une indiscipline, un non-respect de l'instruction centrale caractérisée. On maintient le maire de la ville, mais on change les adjoints. Donc vous voyez donc qu'il y a une extrême cacophonie au sein du RDPC. Et ceux qui pensent que le RDPC est un parti très puissant peuvent aujourd'hui dire que le RDPC est puissant, mais c'est encore un géant au pied d'argile. Et il risque d'imploser de lui-même. Parce que au sein même, je parle du cas de Douala Premier, tout à fait. Au sein même de l'électorat de Douala Premier, certains disaient déjà qu'ils vont passer à un vote sanction, puisque Jean-Jacques Ekidi a posé sa candidature. Et il disait qu'ils allaient plutôt voter Jean-Jacques Ekidi pour donner la leçon à ces gens de l'administration centrale qui viennent avec ce pli. Donc, le cas de Douala et le cas de Kribi sont emblématiques de ce que le RDPC, même s'il est un parti majoritaire, il est complètement noyé dans les dissensions et reste un parti qui est extrêmement fragile du fait des querelles et de gangs comme nos confrères d'éducation l'évoquent. Alors, Camille Nélé, on observe aussi qu'à Kribi, selon l'article de notre collègue de la Nouvelle Expression, l'argent a circulé au vu au su des autorités, corruption à ciel ouvert avec des recommandations. Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas simplement l'arbre qui cache la forêt et que pendant longtemps, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, Camille? Jean-Paul Cheniat et Georges Semé, vous qui êtes des journalistes de terrain, vous n'avez certainement pas oublié les drames qui ont été, les cris d'orfraie et les grincements de dents qui ont été enregistrés ici au Cameroun pendant les investitures des municipales et des législatives. Vous savez très bien ce qui s'est passé dans certaines listes où certains candidats ou certaines têtes de liste se sont vus imposer un certain nombre de conseillers qui n'étaient pas dans leur choix. Et ça a été comme ça. Et qui ne leur étaient même pas du tout fidèles. Et qui leur étaient, non seulement fidèles, mais qui ne leur étaient même pas favorables. Parce que dans certaines mairies, on avait imposé à ce maire tête de liste des personnes sur un ordre tel que, si, en cas de victoire, cette personne allait le combattre et pouvait même l'empêcher d'être élu maire. Donc, personne n'a oublié ces couacs qui en réalité relèvent effectivement des imperfections de ce parti et le fait que beaucoup de gens n'hésitent pas à qualifier la haute hiérarchie du RDPC, le véritable gang seulement. Les gens n'ont pas oublié par exemple qu'il existe dans ce pays un député qui a porté un nom dans une mandature, qui a eu des problèmes judiciaires, qui est revenu sous un autre nom et continue d'être député jusqu'aujourd'hui. Donc, moi, je pense que dans le RDPC, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des choses qui sont imposées au nom de la discipline du parti, et cette discipline du parti commence à être fortement questionnée et combattue par les militants eux-mêmes qui estiment que le RDPC est un parti de rassemblement, mais seulement ce rassemblement ne doit pas être démocratique surtout. Un rassemblement forcé. Et ça paralyse un tout petit peu les dispositions du Code général de la décentralisation qui, sur les maires de ville, disent quand même qu'ils sont élus. Mais on a tout à fait l'impression que c'est une élection, une simili-élection, parce qu'ils sont nommés avant au sein du RDPC, et maintenant on vient effectuer un simulacre d'élection en session de plein. Je crois que le Code général de la décentralisation devrait se départir de certaines considérations extrêmement politiques. On ne peut pas interdire à des partis politiques d'avoir leur discipline. Mais lorsque la légitimité s'exprime quand même à la base, il faudrait passer de la base au pouvoir central afin d'entériner tout simplement l'expression de la base. Allez, on passe au dernier sujet. Kotirehawa, Jolva, Boko Haram fait 3 morts. Camille et les 7 résurgences de Boko Haram avec 50 assaillants qui arrivent dans un village et tuent 3 personnes. Surtout l'image de cette fillette de 5 ans qui cherchait ses parents et tombée nez à nez avec Boko Haram qui lui ont explosé la tête de 2 balles. Ce n'est pas une résurgence, c'est une situation qui n'a que trop duré, qui dure depuis 12 ans et aujourd'hui qui est en train de faire des dégâts extraordinaires. Vous savez, le colonel Bobo Ousmane, qui avait été commandant de légion commandant de la légion de gendarmerie du littoral, a fait il y a très peu de temps des suggestions très très fortes pour combattre ces incursions de Boko Haram qui ne peuvent plus être combattues de manière absolument conventionnelle. Nous n'avons pas affaire à de simples coupeurs de route ou à des terroristes qui partent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, comme c'est dans le cas de ce village, que l'attaque de ce village a été faite par 50 hommes. Ça veut dire que ce sont des gens... C'est toute une brigade, des gens qui sont vraiment organisés et fortement organisés. Des moyens spéciaux doivent être mis. Et le colonel Bobo Ousmane avait écrit sur 2 pages un certain nombre de propositions fortes
pour non seulement lutter efficacement, mais tenir tête à ces gens qui continuent à tuer des populations et à détruire les villages et les villes du côté de Grand Nord. Georges Sémé, pour sortir. Non, je pense que le péril Boko Haram est un péril tout à fait réel. Il n'y a pas que la crise anglophone et je pense que malgré toutes les mesures sécuritaires qui ont été prises par les forces de défense et de sécurité, le danger est encore permanent. Et je pense qu'il faut peut-être penser à une autre forme d'attaque afin de réduire à la plus simple expression le péril Boko Haram. Chers messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Bon week-end. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous lundi pour une autre édition. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.